Paysans autrement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Territoria pour cette semaine exceptionnelle que nous consacrons au monde agricole français avec notre nouvelle émission Paysans autrement tous les jours jusqu'à samedi prochain de 15h45 à 16h15 en direct du plateau Village Semences avec nos partenaires SEMAE, l'interprofession des semences et des plants et les émotionneurs qui sont à l'origine de ce très beau studio télé dédié à cet événement. Quoi de neuf dans nos assiettes? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la consommation de viande et nous poser la question de son devenir face notamment à la montée d'une appétence pour le végétal. À la fin de cette émission, nous recevrons en direct l'agricultrice Sylvie Collat, éleveuse de volailles bio depuis 30 ans à Lectoure dans le Gers. Comment lutte-t-elle contre la grippe aviaire et comment parvient-elle à s'adapter à toutes les contraintes du moment? Vous en saurez tout de ce portrait à la fin de cette émission, mais juste avant notre dossier du jour, c'est parti. Paysans autrement, le portrait du jour. Coup de projecteur sur la consommation de la viande au regard de celle du végétal. Une consommation de viande qui en France, après avoir été en baisse depuis les années 2000, recule encore de presque 1% sur l'année 2019. Cette consommation est néanmoins aléatoire puisque la volaille, par exemple, se porte plutôt bien et connaît notamment une augmentation de 2% pour cette même année. A l'inverse, le végétal prend racine dans nos assiettes. Les substituts de viande végétaux progressent, les boissons végétales aussi. Le bio également semble attirer de plus en plus de consommateurs. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Marjorie Crémades, nutritionniste. Bonjour Marjorie. Merci d'être avec nous sur Radio Territoria pour évoquer cette question d'actualité. Vous êtes spécialiste dans la micronutrition et l'alimentaire du végétal et vous avez préfacé le livre Bébé Végui d'Ophélie Véron paru aux éditions La Plage en 2016. Pour vous accompagner, je reçois Didier Remond, directeur de recherche à l'INRAE. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chercheur en nutrition et physiologie, spécialisé dans la nutrition protéique et directeur de l'unité de nutrition humaine de Clermont-Ferrand. Alors, on va tout de suite commencer les questions. Marjorie Crémades, on a beaucoup parlé dans l'actualité aujourd'hui de la place du végétal et de son apport critiqué en protéines par rapport aux protéines animales. Pouvez-vous nous en dire plus? Que trouve-t-on exactement dans l'alimentation en termes de protéines végétales? Alors déjà, on va revenir à la structure peut-être de la protéine. Donc, une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Et l'homme a besoin à peu près de 20 acides aminés. Et il y en a 8 qui sont indispensables. Par rapport à ces 8 indispensables, en fait, on évalue la qualité des protéines par rapport à une protéine de référence. Et cette protéine de référence, elle contient tous les acides aminés indispensables pour que l'organisme puisse bien fonctionner. Si on se base par rapport aux protéines de la viande, du poisson, des œufs, du lait, ces protéines, elles se rapprochent fortement de la protéine de référence. Et donc, quand on mange de la viande, en fait, on a toutes les protéines, tous les acides aminés indispensables, juste en mangeant 100 grammes de viande. Si par contre, on prend des protéines qui viennent des aliments végétaux, eux, ils contiennent pas forcément les fameux 8 acides aminés indispensables. Par exemple, si je prends des légumes secs, qui est un aliment végétal riche en protéines, bien, il va y avoir un facteur limitant, par exemple, qui est l'acide aminé méthionine. Si je prends les céréales, on va avoir un facteur limitant qui est la lysine. Et en fait, si on veut avoir tous les acides aminés indispensables en mangeant des protéines végétales, il va falloir, par exemple, associer le riz à des haricots rouges, la semoule à des pois chiches. Donc, quand on mange végétal, en fait, il faut bien manger varié pour avoir toutes les sources d'acides aminés indispensables pour que notre organisme puisse bien fonctionner. Mais est-ce que la viande est une denrée du coup alimentaire indispensable à notre organisme? Est-ce que le végétal pourrait finalement remplacer la viande ou pas du tout? Alors,
le végétal peut remplacer la viande, bien sûr, parce que à partir du moment où on mange varié, on peut remplacer la viande. Si je me base par rapport aux protéines, il suffit d'associer les bons acides aminés et on peut remplacer la viande. Après, je dirais que un aliment, c'est pas juste des protéines. Par exemple, dans la viande, il va pas y avoir que des protéines, il y a du fer, il y a de la vitamine B, il y a du zinc, il y a tout ça. Donc, il faut regarder l'élément dans son ensemble. Donc, les apports vont être un petit peu différents entre un aliment qui est de source végétale par rapport à un aliment qui est de source animale. Alors, moi je dis, on peut ne pas manger de viande, mais quand on mange pas de viande, il va falloir faire attention à bien varier son alimentation, à manger de tout, parce que le but, c'est pas uniquement de manger des aliments, c'est vraiment que ces aliments apportent tous les nutriments pour satisfaire les besoins de notre organisme. Et c'est là où il faut faire attention. Donc, si on mange que du végétal, il va y avoir quand même des supplémentations à avoir. Par exemple, on parle souvent de la vitamine B12. Si on mange pas de poisson, il va peut-être falloir regarder nos besoins en iode, donc se supplémenter en iode. Des fois, on peut avoir des manques de zinc, etc., etc. Donc, il faut quand même faire attention. Plus on est sélectif dans notre alimentation, plus c'est difficile de s'alimenter de façon équilibrée. Donc, c'est possible, mais il faut faire attention à ce qu'on mange et bien varier. Et Didier Raymond, on est presque 8 milliards d'individus sur Terre. La demande en protéines alimentaires d'origine animale est quand même importante. Est-ce que, selon vous, elle peut être satisfaite? Est-ce que, finalement, on est en capacité de nourrir l'ensemble de la planète aujourd'hui? Alors, il faut voir qu'au niveau mondial, on a des niveaux de consommation de protéines animales qui sont très différentes en fonction des régions du monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les pays en voie de développement, la consommation de produits animaux qui étaient jusque-là relativement faible a tendance à s'accroître très rapidement, notamment en raison de l'élévation du niveau de vie des personnes. Donc, à partir du moment où les personnes ont le choix, en fait, elles vont avoir tendance à privilégier une alimentation qui contient des produits animaux. Et donc, si on continue, c'est vrai, avec l'augmentation de la population mondiale et l'élévation du niveau de vie des populations, la demande en produits animaux, c'est sûr, va exploser. Et clairement, les projections qui sont faites par les organismes internationaux montrent que ça sera très difficilement tenable, notamment parce qu'il n'y aura pas suffisamment de surface agricole pour pouvoir, en fait, assurer cette production de produits animaux, de ressources énergétiques, etc. Sans compter les effets potentiellement négatifs de production animale plutôt intensif pour répondre à cette augmentation du besoin. Et on parle beaucoup, en tout cas peut-être un petit peu moins en ce moment, mais on a quand même beaucoup parlé de l'introduction des insectes dans l'alimentation. Est-ce que c'est une piste à laquelle vous croyez également ? Alors, il y a plusieurs obstacles en ce moment, enfin encore à l'heure actuelle, pour le développement de cette filière. Il y en a un qui est un obstacle réglementaire. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autorisation de mise sur le marché de ces produits en Europe, en tout cas. Ça c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est aussi nos habitudes alimentaires. Pour l'instant, je pense que dans les pays occidentaux, on n'est pas encore familier avec ce type de consommation, bien qu'il y a beaucoup de pays où l'entomophagie est répandue, notamment en Inde et en Afrique. Dans nos pays occidentaux, je pense que c'est pas encore quelque chose qui est facilement accepté. Après, il y a quand même une autre piste pour ces produits-là. En fait, à partir des insectes qui peuvent être produits, on peut très bien aussi alimenter certains de nos animaux d'élevage. Je pense notamment aux poissons, où c'est un aliment plus que traditionnel, et les volailles, etc. Donc, les insectes pourraient être un moyen, en fait, de valoriser des biomasses qui sont peu utilisées ou pas bien valorisées pour produire des protéines de qualité pour les animaux d'élevage. Donc c'est des pistes qui sont à l'heure actuelle en développement. D'accord, c'est intéressant effectivement. Les produits chimiques et les phytosanitaires utilisés, on l'a vu dans la production de fruits et légumes, inquiètent quand même de plus en plus de consommateurs qui du coup ont tendance à se tourner vers le bio, qui reste néanmoins un marché relativement coûteux. Est-ce que manger mieux, c'est forcément manger plus cher? Comment faire finalement pour aujourd'hui pouvoir introduire une nourriture de qualité sans forcément avoir
avoir un porte-monnaie qui change ou qui soit revu à la hausse. Oui, c'est toute la difficulté, mais c'est pas trop mon domaine d'expertise. Mais effectivement, on retombe sur le problème de la rémunération des producteurs, que ce soit les éleveurs ou les producteurs de fruits et légumes. Hein. C'est vrai que quand on dit qu'il faut augmenter la consommation de fruits et légumes, c'est vrai que c'est aussi dans ces secteurs-là qu'on va utiliser beaucoup de produits potentiellement néfastes pour la santé. Donc le bio a une carte importante à jouer et il est quand même en fort développement, notamment en France. Hein. Oui, c'est sûr. Madame Cremades, vous avez une idée aussi du sujet? Est-ce que pour vous, on est obligé de passer par plus cher pour manger mieux? Alors, je pense qu'il faut manger de manière plus raisonnée. Hein. C'est un terme qui revient souvent, c'est-à-dire manger des légumes de saison. Peut-être pas forcément manger tout bio, mais il y a des choses qui sont intéressantes quand même d'acheter bio. Donc si on mange des aliments semi-complets ou complets, si on mange l'écorce, si on mange l'ensemble du céréal, c'est vrai que c'est plus intéressant d'acheter bio pour avoir moins de pesticides. Si on mange des fruits et des légumes, c'est plus intéressant d'acheter bio. Après, acheter bio des boîtes de conserve ou acheter bio des céréales raffinées, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de payer ça plus cher. Après, je trouve qu'il faut mieux acheter à proximité de chez soi plutôt que d'acheter des choses qui sont hors saison ou ce genre de choses. Donc, toujours être dans l'alimentation raisonnée, en fait. Est-ce que le végétal peut représenter une niche de développement économique importante pour le secteur de l'agro-industrie ou est-ce qu'on est vraiment sur des productions plus locales, plus raisonnées et qui vont pas forcément finalement être amenées à se développer pour le secteur agro-industriel? En ce moment, c'est un secteur en très très forte croissance. L'augmentation est assez spectaculaire, notamment dans le développement des produits du type substitut de viande, etc. Le nombre de produits qui est commercialisé, le nombre de produits commercialisés augmente tous les ans. Et vraiment, je pense que l'agroalimentaire s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. Et on peut faire confiance à cette nouvelle industrie agroalimentaire du végétal, vous pensez? Madame Cremades, vous avez une opinion sur ce sujet? Je pense que c'est exactement le même problème que les produits omnivores industriels. On est vraiment sur le même sujet. En fait, il faut que ça reste occasionnel. Si vous prenez n'importe quel aliment, que ce soit végétal ou avec de la viande, dans certains aliments industriels, vous allez avoir trop de gras, trop de sel, vous allez avoir trop d'additifs, vous n'allez pas comprendre la liste des ingrédients, il va y avoir un taux d'acide gras saturé important, ça peut être trop sucré. Donc je pense qu'il faut que ça reste occasionnel et puis bien lire les étiquettes. Moi je dis toujours, quand on lit une étiquette, il faut vraiment qu'on puisse comprendre la liste des ingrédients. Et puis il y a certaines valeurs à vérifier, que ce soit pas trop gras, pas trop sucré, avec un fameux don de sucre quand même raisonnable. Il y a toutes ces choses-là. Le sel, souvent les aliments végétaliens, ils sont très très riches en sel parce qu'à la base, si on utilise par exemple le soja ça n'a pas de goût, donc on va beaucoup saler. Donc faut faire attention parce que, mais c'est exactement la même chose pour les autres produits raffinés. Vous avez vu dans vos patients des choses variées là depuis quelques années. Est-ce que vos patients viennent vous voir pour d'autres façons de manger peut-être plus saines? Quel retour d'expérience vous pouvez nous donner? Alors je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent pour manger moins de viande, de meilleure qualité mais manger moins de viande. Et ils veulent savoir comment faire pour équilibrer leur assiette. Ça c'est, alors souvent ils vont manger de temps en temps de la viande, de temps en temps du poisson, mais vraiment ils veulent rester sur la qualité et puis à ce moment-là, ils se posent des questions pour remplacer la viande, qu'est-ce que je dois prendre? Après, il y a beaucoup de gens maintenant qui prennent des simili-carnés de plus en plus. Et ce qui me surprend en fait, c'est que
c'est que maintenant, il y a une dizaine d'années, je voyais pas trop d'obésité dans les végétariens, végétaliens, et là, de plus en plus, on voit quand même des maladies qui existaient moins dans la population des végétariens, végétaliens, qui part à la hausse, en fait. L'obésité, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes en surpoids qui sont végétariens, végétaliens, ce qui est surprenant par rapport à il y a 10 ans. Et vous pensez que ça peut être lié à quoi exactement? Est-ce que par exemple le sucre, la présence de sucre pourrait être une des causes? La présence, pareil, la présence de gras, la présence de sucre, hein, le fameux don sucre. D'ailleurs, souvent il est en excès dans certains produits. Hein, le sucre, c'est végétal. Le gras aussi, pour la plupart, c'est végétal. Donc, alors d'un côté, on a une offre super intéressante parce que maintenant, c'est très facile de manger végétarien, végétal. Hein, mais c'est vrai qu'il faut quand même bien sélectionner ses produits, faire attention à ce que ça reste occasionnel et puis à bien lire les étiquettes, bien les comprendre en fait. Et ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. En fait, souvent on dit on mange plus de viande, donc on va prendre un steak de soja à la place et puis on va faire ça pratiquement tous les jours, quoi. Oui. Donc ce qui est peut-être pas la bonne solution, il faut mieux se rabattre sur les légumes secs, puisque les recommandations françaises même suggèrent de manger 2 fois par semaine des légumes secs, donc c'est plutôt intéressant. Oui, donc de varier finalement les choses. Didier Raymond, se mettre à cuisiner en fait. Et oui, c'est vrai. Didier Raymond, faut-il se nourrir uniquement de végétal selon vous? Est-ce que c'est une piste pour l'avenir? Non, moi, je pense qu'au contraire, les produits animaux ont toute leur place dans notre alimentation. On le voit bien dans les études épidémiologiques. Hein. Si on parle simplement des gens qui mangent pas de viande, donc les végétariens, on voit que déjà ils commencent à s'exposer à des risques de carence, que ce soit notamment en fer, en zinc, ça a été dit tout à l'heure, et certaines vitamines du groupe B notamment. Donc avoir un peu de viande dans son alimentation, c'est plutôt très bien. Alors le problème c'est la quantité. Souvent c'est là où ça pêche quand on dit notamment il y a eu des études qui ont montré que un excès de consommation de viande de boucherie pouvait augmenter le risque de cancer colorectal. En fait c'est sur des niveaux de consommation qui sont quand même élevés et qui vont toucher en France environ 20% de la population. Donc pour cette catégorie de personnes là, c'est sûr, on peut conseiller de réduire la consommation de viande. Mais pour les normaux consommateurs ou petits consommateurs, je pense qu'ils ont tout bénéfice à continuer à manger des produits carnés. Ensuite, quand on va en dessous donc du végétarien vers le végétalien qui lui ne va consommer donc plus d'œufs et plus de lait, alors là le risque de carence s'accroît encore, notamment avec les problèmes de déficit en calcium qui apparaissent avec la non-consommation de produits laitiers, et puis les problèmes d'apport en vitamine B12 hein, qu'on ne trouve que dans les produits animaux. Donc faut quand même garder en tête que l'homme est omnivore. Je pense qu'il faut pas oublier ça au départ. Et d'ailleurs, on a vu, la viande rouge semble un tout petit peu régresser, mais la volaille, par contre, a le vent en poupe et tire le marché de la viande vers le haut. Est-ce que certaines viandes sont plus recommandées pour la santé que d'autres? Et si oui, lesquelles, Didier Raymond? En fait, quand je vous parlais d'études épidémiologiques, souvent on étudie sur une population l'apparition de maladies plus ou moins fréquentes en fonction du régime alimentaire des personnes. On se rend compte qu'il n'y a pas de relation forte entre la consommation de viande blanche et notamment les volailles et le risque de développer des maladies. Donc souvent on considère que c'est des viandes qui sont plutôt neutres. Par contre, et souvent peu grasses aussi. Hein. Donc les deux sont liés, donc elles sont à la fois bénéfiques sur l'apport en nutriments et peu d'effets délétères. Pour les viandes rouges, c'est un peu plus compliqué. Puisque, notamment à raison de la relation qu'il y a avec des risques qui sont estimés avérés par les agences internationales de développer un cancer colorectal si on a des consommations trop élevées. Donc en général, et c'est vrai, ça se traduit encore dans le plan national nutrition santé, on a tendance à privilégier la consommation de viande de volaille. De viande blanche. Sur l'aspect nutritionnel, hein, je ne parle pas des autres aspects environnementaux, etc.
Madame Crémadet, c'est aussi un point que vous partagez, plus de viande blanche plutôt que de la viande rouge? C'est sûr que la viande rouge, comme ce qui a été dit, c'est plus riche en acides gras saturés, donc automatiquement, on va essayer de la diminuer, puisque les acides gras saturés, ça va augmenter. Donc on a parlé des problèmes, des risques de cancer du côlon, mais aussi il va y avoir les risques d'augmenter les problèmes cardiovasculaires, les problèmes d'hypertension, les problèmes d'athérome, de cholestérol, d'hypercholestérolémie, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a depuis un moment, le programme national nutrition santé dit bien qu'il faut limiter à 500 grammes de viande par semaine, donc la viande correspondant à tout ce qui est porc, agneau, viande de bœuf, etc. Et par contre, la volaille, il n'y a pas de restriction. Et c'est vrai que la volaille, étant donné que c'est quand même peu riche en acides gras saturés, c'est des bonnes protéines, il y a tous les vitamines B qui vont bien, le zinc, donc c'est vrai que c'est plutôt à privilégier. Et sans oublier le poisson. Alors justement, avec nous pour en parler, Sylvie Collat, éleveuse de volailles bio à Lectoure, dans le Gers, depuis 30 ans, également porte-parole de la Confédération paysanne. Bonjour Sylvie, merci d'être en direct du studio Village Semence sur Radio Territoria avec l'interprofession des semences et des plants. On va tout de suite passer à ce portrait du jour. Paysans autrement. Le portrait du jour. Sylvie Collat, alors vous avez une exploitation de 8000 poulets par an et 100 hectares de céréales et maraîchage. Vous possédez un abattoir aux normes à la ferme. Avez-vous toujours fait du bio ? Non, effectivement, quand je me suis installée il y a plus de 35 ans, après avoir fait des études, effectivement, des grandes études d'ingénieur agricole, on était bien formaté dans un modèle de production plutôt intensif, et nous avions commencé à monter, à construire nos propres serres et à faire du maraîchage hors sol. Et la monoculture de concombres chauffés de contre-saison, donc tout ce que l'on ne fait plus du tout aujourd'hui, on regrette pas parce qu'on a appris, puis ça nous a permis peut-être de créer notre outil, ça nous a permis de nous installer à l'époque. Mais c'est sûr que maintenant, plus rien de tout ça, on ne chauffe plus, on est dans de la diversification de cultures sous notre serre, et puis on a diversifié notre ferme, notamment par une production de volailles, et tout est passé en bio, la serre est passée en bio dans les 6 ans après l'installation, et la volaille, on a toujours produit en biologique. C'est bien. Vous vendez un peu à la ferme, vous vendez en direct ou c'est que vous travaillez localement avec des relais? Alors, effectivement, nous avons là aussi, par expérience, puisqu'au début, quand on s'est installé, on a travaillé sur des circuits longs et on a vu très vite qu'on était devenus des bêtes de somme pour gagner très peu et travailler beaucoup. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut aller chercher notre revenu et valoriser nos produits. Et donc, effectivement, on fait les marchés. Je vais 2 fois par semaine au marché de Billère, qui est près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est pas tout près, mais il y a 30 ans, quand on a démarré le bio, il y avait pas beaucoup de clients dans le Gers. Il fallait aller vers les grandes villes, donc c'était Toulouse, Bordeaux ou Pau, et en l'occurrence, nous, ça a été Pau. Et puis, bien sûr, on vend aussi un petit peu à la ferme, et on est un peu spécialisé autour des magasins qui ont aussi ce choix de l'agriculture biologique, notamment le réseau Biocoop, autour de chez nous, donc on fournit quelques magasins directement avec une grande satisfaction. Et aussi on sert de temps en temps des cantines locales. Ah, c'est bien. Bon, vous vivez malheureusement quand même aujourd'hui un contexte très difficile dans votre département où la grippe aviaire fait rage depuis maintenant plusieurs mois. Je crois savoir que vous avez dans le département en tout cas 300 000 volailles qui viennent d'être abattues en 10 jours. Racontez-nous comment vous vivez cette période. Est-ce que vous êtes déjà personnellement touché au niveau de votre exploitation ? Alors nous avons de la chance d'être d'abord en volaille de chair, c'est-à-dire du poulet, des pintades, et nous ne faisons pas de canard gras, et le canard gras s'est avéré beaucoup plus sensible au virus, donc voilà. Ensuite, nous sommes un petit peu éloignés des centres de production de canard gras, parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette maladie est surtout liée à une densité
qui s'est beaucoup industrialisé dans notre département, comme dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, effectivement, nous sommes un petit peu distants de la zone qui a été fermée à la production et où il y a eu les abattages préventifs systématiques autour des foyers. Par contre, nous sommes concernés parce qu'effectivement, c'est toute notre filière, même en volaille de chair, qui est remise en question, parce qu'on nous a demandé de claustrer nos animaux. Alors nous avons pu obtenir une dérogation parce que, étant des petits producteurs, nous bénéficions de cette dérogation à ne pas claustrer nos animaux en période de risque lié à la faune sauvage. Mais par contre, nous avons cette grande pression pour la suite, pour la remise en place, puisqu'actuellement, nous sommes en pleine discussion où la filière et la sécurité sanitaire voudraient qu'on n'ait plus d'animaux au dehors durant toutes les périodes à risque, et ce sur l'ensemble du territoire français. Et là, pour nous, ce n'est pas acceptable, parce que nous défendons un produit de qualité, un produit de plein air, et notamment dans le Gers. Le plein air, ça a du sens au niveau de la qualité, c'est un modèle de production, et on n'est pas prêt d'accepter de claustrer nos animaux. Donc voilà, on est à nouveau dans des contraintes réglementaires. On sait qu'il va y avoir une pression aussi sur les normes de biosécurité que nous avons appliquées dans nos élevages. C'est la raison pour laquelle nous avions eu une dérogation à la claustration. Mais bien sûr, il semblerait que se mettent en place de nouveaux dispositifs, donc soit par la formation, soit par des audits. Et donc on sait qu'on va encore être dans un état de contrainte de nos productions, alors que nous sommes des petits producteurs en autarcie. Nous élevons de un jour jusqu'à l'abattage nos animaux, puisqu'on a l'abattoir sur place, et que par conséquent, nous ne bougeons pas du tout d'animaux vivants sur notre ferme. En plus, nous recevons très peu d'intrants extérieurs, nous fabriquons notre propre alimentation de nos volailles grâce à nos productions de céréales, d'oléagineux, de protéagineux, je parle du soja, du tournesol. Et donc, logiquement, on se protège du risque par cette autonomie sur notre ferme. Et c'est, je dirais, la démarche même de l'agriculture paysanne. Être le plus autonome possible sur tous les intermédiaires autour de nous, que ce soit dans l'approvisionnement de nos fermes, comme dans la vente, le fait de produire nous-mêmes et d'abattre nous-mêmes sur la ferme, et ça nous permet aussi de mieux valoriser nos productions et de nous protéger aussi de tout ce contexte sanitaire qui est vraiment gravissime dans notre région, qui va avoir des conséquences très importantes. Vous rencontrez d'autres problèmes à ce niveau-là? Vous avez des gros problèmes sanitaires, ça on l'a vu, gros problèmes de mise aux normes qui sont aussi assez lourds. Est-ce que d'autres grosses contraintes comme ça handicapent votre activité au quotidien? Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés quotidiennement? Nous, ce qui va être une contrainte, c'est que justement, le fait de la désintensification des productions dans certaines zones du département, nous avons peur de voir se créer des nouveaux élevages autour de chez nous. Moi, je suis dans une région sur l'Hectoure où il y a plutôt beaucoup de cultures de céréales. C'est une région de culture traditionnelle de melons, d'ail, donc de production à forte valeur ajoutée. Et donc jusque-là, il n'y avait pas trop d'élevage dans mon secteur, parce qu'effectivement, l'élevage, c'est du gain de revenus, mais si vous pouvez le faire par ailleurs, tout va bien. Sauf que là, on va voir certainement des groupements chercher à implanter leur production de canards autour de notre zone de production. Et là, nous nous sentons en danger. Donc on va vraiment avoir un problème de cohabitation, un peu comme on a eu, nous, au début, quand on était en bio, où on avait ce problème de cohabitation avec ceux qui traitaient en limite de nos parcelles et nous qui étions un peu des précurseurs de la bio. Rentrer trop dans les esprits, alors que maintenant il y a un très grand respect et qu'en plus, même dans le Gers, on a un quart de la surface qui est en agriculture biologique et un cinquième des agriculteurs qui sont déjà producteurs biologiques. Donc, les voisins maintenant sont en bio aussi. Avant de nous quitter, parce que l'heure tourne malheureusement, Sylvie, une dernière recommandation, un souhait que vous aimeriez justement pour enrayer un peu ces problèmes auxquels vous êtes confrontés? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête d'industrialiser une filière animale qui, de toute façon, est contre-productive parce qu'elle n'est pas bonne pour les animaux par rapport à leur bien-être, elle n'est pas bonne pour le consommateur par rapport à la qualité. Et je voudrais vraiment qu'on recentre la production traditionnelle de qualité du foie gras. C'est un produit de haute qualité, normalement, c'est un produit de luxe qui n'a pas besoin d'une production de masse. Et je crois qu'il faut que tout le monde soit raisonnable.
pour qu'on puisse resituer bien ce produit dans la qualité d'origine, dans la tradition et dans le respect de l'animal, et on aura beaucoup moins de problèmes sanitaires autour de nous. Merci beaucoup, merci Sylvie Collat, merci à nos invités d'avoir été présents aujourd'hui en direct sur Radio Territoria avec nos partenaires Village Semences et Semae, la référence des semences et plants en France, et bien sûr les émotionneurs. Un grand merci à tous et bonne fin de journée. Paysans autrement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.